Les langues. Je parle le français, je parle l'hébreu. De temps en temps l'anglais quand j'en ai besoin. Mais la langue qui m'aide à lire ce que j'aime, c'est le français. Parce que j'ai vu mon grand-père mourir quand j'avais 11 ans. Et que j'ai fait le diagnostic qu'il était en train de mourir et que personne ne l'avait vu. Et tout le monde était surpris. Or, mon père a pensé que je voyais les choses. Et peu à peu, c'est rentré dans ma tête. Et c'était évident que je ferais ma médecine. Un peu par hasard. Je suis parti en Israël. J'avais une formation d'interniste et même un petit peu de pédiatrie. Et puis, en arrivant en Israël, j'avais fait un peu de néphrologie aussi, mais en arrivant en Israël, je me suis retrouvé en médecine interne. Et puis on ouvrait un nouveau service de néphrologie à côté de l'endroit où j'étais. Et on m'a proposé de partir avec un médecin qui allait ouvrir le service, qui est devenu le chef du service de Stanford après, qui a quitté Israël en 1975. Et je me trouvais là-bas, je suis devenu chef de service donc en 1976. Et le hasard de la vie a fait que je suis devenu néphrologiste. Et en fait, la vérité, c'est qu'en France, je m'étais formé pour être biochimiste. Et j'avais fait de la biochimie en parallèle avec la médecine. Et j'enseignais la biochimie à Lyon. Quand j'étais en 4e année, j'enseignais les secondes années en biochimie. Je faisais les travaux pratiques en biochimie. Et donc j'avais une formation un peu scientifique. Mon idée était de faire de la recherche. Et puis on était tellement mal payé en Israël et qu'en faisant de la recherche, je ne pouvais même pas subvenir aux besoins de ma famille. J'ai donc décidé de faire de la médecine, et donc je suis arrivé à la néphrologie. C'était un peu la spécialité de médecine interne qui était peut-être la plus scientifique parmi toutes les spécialités de médecine interne. C'est comme ça que je suis arrivé à la néphrologie. Oui, j'étais très heureux. J'étais très heureux, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez le plus en néphrologie? La physiologie qui m'a toujours intéressé. Et l'obligation d'être un interniste. Je suis en conflit avec les internistes là où je travaille parce que je leur dis que les néphrologues sont des internistes meilleurs qu'eux. Parce qu'ils sont obligés de soigner les malades qui sont par exemple en dialyse ou après transplantation, qui ont des problèmes de médecine interne. Et en plus, ils doivent savoir la néphrologie. Donc en gros, c'est la polyvalence de la néphrologie qui est intéressante. Que j'aime. Je pense que pour être un bon médecin, il faut aimer son métier et aimer soigner les patients. D'ailleurs, les patients le ressentent. Et la relation entre le médecin et le patient, et entre le patient et le médecin, c'est quelque chose, si on l'a, qui n'a pas d'autre métier qui peut donner ça. La confiance. La confiance. Le médecin doit avoir la qualité d'être continuellement updated, je veux le dire en anglais, donc de donner le maximum de ce qu'il peut connaître et que le patient ait conscience que le médecin fait ce qu'il peut pour donner le plus. Et comme on a des malades qui sont des malades chroniques très souvent et qui sont en relation avec nous pendant des années et des années, j'ai des patients qui ont atteint 20, 25 ans, 30 ans de dialyse par exemple, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir confiance. Donc ce sont des gens dont la relation avec le médecin est primordiale pour qu'ils ne se fatiguent pas à la longue d'un traitement qui est difficile. Donc être toujours optimiste, d'avoir le bon mot, de leur donner espoir, toujours. Il faut l'avoir ou ne pas l'avoir, ça. Ben, je fais de la peinture, je suis peintre, un petit peu comme ça amateur. Et les tableaux que je fais, je mets dans le service. Et généralement, ce sont des tableaux qui ont beaucoup de couleurs. Et donc, qui se donnent un peu d'optimisme. Et puis en plus, pour s'occuper à droite à gauche,
de les aider quand il y a des problèmes de famille, venir quand il y a des baptêmes, enfin équivalent de baptême en Israël, quoi. Venir quand il y a l'équivalent de la communion, c'est pas des communions, mais venir à toutes les fêtes que les malades et les familles souhaitent que vous soyez présents. Donc je me suis arrangé toujours à être présent. Quelqu'un de famille. Pardon? Quelqu'un de famille. Un peu, un peu. Tout au moins, ce genre de relation n'existe pas pour tous les malades, hein, c'est variable. Il y en a qui le veulent, il y en a qui ne veulent pas. Il y a des familles qui veulent et des familles qui ne veulent pas. Il y a des malades qui veulent être indépendants. Il faut s'adapter à chacun et trouver la meilleure voie pour chacun. Exact. Okay. Bret Mila pour les garçons, c'est la naissance, ce qu'on appelle la circoncision. Et bar mitzvah, bat mitzvah, oui, exact. C'est ça. Vous pensez qu'il y a un rôle important pour la religion dans la vie des médecins et des malades, surtout dans je pense que c'est variable d'un malade à l'autre. Ce qu'il faut, c'est que le médecin soit capable d'être tolérant. Même j'ai par exemple dans mon service 24-25% de malades qui sont arabes. Et donc je m'arrange avec eux d'avoir la même relation que je peux avoir avec les autres. Il n'y a pas de différence avec les religieux ou pas les religieux, avec les gens qui sont anti-religieux et puis les gens qui sont très religieux. Il faut être capable d'adapter son côté médical, relationnel, en fonction de ce que les gens vivent et croient. J'ai eu la chance d'avoir toujours d'excellentes relations avec les services de gynécologie obstétrique de notre hôpital. Et on était régulièrement, pour ne pas dire toujours, leurs consultants dès qu'il y avait des problèmes de ce type-là. J'ai même eu une malade c'était au tout début, hein, c'était en 1977, 76-77, et qui était enceinte, qui a fait un accouchement prématuré avec infection et qui a fait une nécrose corticale et qu'on a traité immédiatement. À l'époque, hein, je parle, ça fait beaucoup d'années, hein, ça fait 35 ans, 36 ans. Donc à l'époque, c'était un peu héroïque. Elle n'est pas décédée. Elle a fait une DIC, c'est-à-dire intravascular coagulation. Elle a pas mal saigné. On lui a fait des dialyses à répétition. Et peu à peu, après 3 mois d'anurie, elle est sortie de ça. Et je l'ai suivie pendant 30 ans. Et peu à peu, sa fonction rénale s'est améliorée. Et elle a développé une hépatite, probablement liée à ça, une hépatite C. Elle a eu des problèmes d'hépatite C à 65 ans, quand ses enfants étaient déjà grands. Et c'était la première épreuve dramatique devant la sévérité et la complexité des complications chez les femmes enceintes. Et c'est ce qui m'a amené à être intéressé par ça. Et on a développé, peut-être que vous vous souvenez, les modèles de grossesse chez les rats, avec des maladies rénales qu'on entraînait pour voir quelle était l'évolution et comment on pouvait intervenir pour essayer d'éviter l'aggravation. On a même fait des diabètes chez les rats. On a suivi des grossesses à répétition chez des rats diabétiques. Et en fait, on s'est aperçu qu'en fin de compte, chez les rats, il n'y avait pas de gros problèmes et que les grossesses se passaient bien, donc ça ne représentait pas vraiment ce qui se passait dans les insuffisances rénales qu'on observe, nous. Mais disons que l'expérience montre qu'on peut être courageux et qu'en suivant bien les malades régulièrement, pour détecter, comme ça a été présenté aujourd'hui, les protéinuries qui augmentent, les tensions artérielles qui changent, etc.,
en les suivant tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis après toutes les semaines, quand on arrive à dépasser le 3e semestre, jusqu'à la fin. On a eu d'assez bons résultats en fait. Il faut du courage. Donc on faisait ça avec des gens qui avaient une insuffisance rénale pas trop sévère quand même, il ne faut pas exagérer. Disons que ça demande beaucoup de suivi, de follow-up. Quand l'enfant naît en bon état, oui. Et quand la mère, oui, tout à fait. C'est une très grande satisfaction. En France, j'avais eu l'occasion de voir une mère qui avait accouché d'un enfant, et je parle de ça il y a 40 ans, qui avait accouché d'un enfant prématuré qui pesait 700 grammes. J'ai fait moi-même exchange transfusion, c'est-à-dire que 20 cc de sang, etc., on le faisait à la main à l'époque. Et quand j'ai quitté l'internat, ils sont venus me dire au revoir. Il avait 2 ans et demi, le petit. C'était une famille qui était... C'était très impressionnant en fait. Parce qu'on ne savait pas ce qu'allait devenir un enfant de 600 grammes avec qui on s'amuse à la main. C'était le tout début, les incubateurs étaient encore relativement primitifs. Ce sont des souvenirs qu'on garde. Mais ça m'a donné l'intérêt pour ça. Pour la grossesse, pour les problèmes de la grossesse, pour les difficultés, pour les prééclampsies. Je pense que les néphrologues, c'est leur métier. En fait, on vous appelle très souvent, c'est quand il y a des complications. Je ne parle pas des malades chroniques, je parle des malades aigus. C'est l'intérêt du métier. De savoir prendre de temps en temps des décisions qui ne sont pas toujours un succès, mais enfin, il faut les prendre, il faut que quelqu'un les prenne. C'est un côté intéressant du métier. Vous savez que je suis chairman du comité d'éthique. Et justement, aujourd'hui, on parlait de la perte de confiance que la société avait dans la médecine. Et que de plus en plus, on fait des lois parce qu'on n'a plus confiance dans les médecins. Et qu'à une époque, la société, le peuple en général, avait confiance dans les médecins. Et peu à peu, dans les sociétés occidentales en tout cas, c'est-à-dire que les sociétés développées, les sociétés qui veulent donner des leçons aux autres, les structures sociales par rapport à la médecine et les médecins ont tellement changé que même la décision de traiter, de ne pas traiter, de décider quand, de ce qui est bien ou pas bien, souvent le médecin n'est plus libre. C'est-à-dire qu'il le fait en fonction, qu'est-ce que va dire la famille, est-ce qu'ils vont attaquer le médecin ou pas attaquer le médecin. Vous le voyez à l'extrême dans certains pays comme les États-Unis. Mais c'est vrai dans d'autres pays, même chez nous à la limite, il n'y a plus de liberté réelle. Et pour avoir cette liberté relative, il faut avoir beaucoup de cheveux blancs et il faut avoir la reconnaissance des autres que ce que vous dites est reconnu comme valable. Mais je pense que pour les médecins du futur, tout va être modifié par les exigences de la société, qui est une société qui est... D'abord, les gens sont de plus en plus mis au point par l'Internet. C'est-à-dire que ceux qui veulent s'intéresser, ils peuvent lire dans l'Internet ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils savent interpréter ce qui est écrit. Mais du fait qu'ils lisent, ils jugent le médecin qui les soigne en fonction de ce que le médecin donne et dit. Et donc, ils peuvent venir poser des questions au médecin, pourquoi vous faites ça et pourquoi vous ne faites pas ça, au point que dans certains pays, comme l'endroit où je travaille maintenant, un médecin qui commence une dialyse doit accepter, signer qu'il commence une dialyse. Un médecin qui oblige un malade urémique qui a toute sa tête, qui refuse de traiter, qui est traité de force, par exemple, c'est considéré comme une attaque par rapport au malade. C'est-à-dire qu'il faut que le malade soit
accepte ou n'accepte pas le traitement. Et on n'arrête absolument pas le traitement. Et même parfois, lorsque des personnes ont des problèmes d'invalidité extrême, même d'invalidité cérébrale, si les gens qui sont l'apotropos, c'est-à-dire le responsable légal, qui exige le traitement, on fait le traitement parce qu'on est obligé. C'est-à-dire qu'il y a une perte un petit peu de la liberté et de... Ce qui est dommage, c'est-à-dire que c'est une perte de confiance par rapport à la médecine en général. Je n'ai pas trop senti ça, mais je suis content. Je vais prendre bientôt ma retraite parce que la situation deviendra de plus en plus difficile pour les jeunes. Je pense que c'est la société qui évolue. Et comme la société évolue, la jeune génération n'aura pas connu la liberté réelle. Donc ils vivront dans un système qui n'était pas un système de liberté qu'ils auraient pu connaître et qu'ils n'ont pas connu. Donc leur formation leur donnera, j'allais presque dire, une situation de fonctionnaire de la médecine. C'est-à-dire qu'on va amener les médecins à venir à 8 heures, à partir à 4 heures, alors que, comme vous disiez auparavant, il pouvait arriver que si vous aviez un malade que vous aviez connu à 8 heures du matin et qu'il y avait un problème à 8 heures du soir, vous étiez toujours là. Personne ne vous demandait. Mais il va y arriver un moment où les gens viendront à 8 heures, ils partiront à 4 heures. Après, ils feront leurs 35 heures, leurs 40 heures en fonction des habitudes. Et il y a des gens qui seront de garde, qui viendront, qui s'occuperont de ça. L'investissement personnel dans la médecine peut disparaître. Ou tout au moins, il y aura encore quelques individualités qui sentiront la responsabilité réelle. Mais je pense que la situation qui se crée dans la société fait qu'il peut arriver que la médecine et les médecins, de par la structure qu'on leur donne, finiront par être des fonctionnaires de la médecine et pas des médecins. On peut être curieux au laboratoire. Au contraire, c'est-à-dire on peut, à la limite, ça peut être un pis-aller, les gens perdront leur amour du métier. Ils pourront se retrouver peut-être avec les cellules, avec la génétique ou des trucs comme ça, pour leur donner la satisfaction intellectuelle dont ils ont besoin. Je pense que la curiosité peut ne pas changer. Et je pense qu'en fait, les gens qui vont en médecine sont curieux au départ. Après, la société qui entoure, et les obligations et ce qu'on exige d'eux peut modifier la vision qu'ils ont. Et je pense d'ailleurs que ceux qui auront été dans l'ancien système des gens dévoués, peut-être trouveront leur dévouement dans la recherche, dans le développement, ceux qui voudront. Ce sera toujours la minorité d'ailleurs, mais enfin peu importe. Ceux-là continueront. Il y aura toujours une partie des gens qui continueront. Mais la société n'aide pas. C'est-à-dire que le futur de la société n'aide pas. J'ai connu un certain nombre de personnes qui m'ont formé directement ou indirectement. Quand j'étais à Lyon, j'étais chez le professeur Trégère, qui était déjà une autorité bien reconnue, qui avait commencé dans la dialyse. Ensuite, il s'était donné entièrement, pratiquement, à la transplantation dans les années... pendant les années 60, 65, 70, 75, il était entré dans la transplantation, il était très intéressé. Il a été en fait, il a été pionnier pour certains domaines, en particulier pour la transplantation de pancréas à l'époque, avec un garçon qui est devenu aussi très connu, qui s'appelait Jean-Marie Dubernard. Et c'est des gens avec qui j'ai travaillé beaucoup. Et Trégère m'a amené la rigueur, la structure, l'organisation. Mais j'ai connu aussi d'autres personnes qui... j'ai connu donc Myers, qui était ensuite à Stanford. La différence entre lui et moi, c'est que lui, quand il voyait un malade, ça pouvait prendre 2 heures. Et puis comme on avait beaucoup de malades, il fallait donc que quelqu'un travaille assez rapidement pour voir les autres. Et donc, comme au début on était 2,
Et quand il est parti, j'étais tout seul. Donc c'était un peu, il y avait un peu des équilibres parce que la situation qui était en Afrique du Sud, aux États-Unis, dans certains domaines, il m'expliquait après qu'ils avaient des consultations externes à Stanford. Quand ils avaient 3 ou 4 malades dans la matinée, c'était dur. Ça prenait du temps, ça fatiguait. Nous, on parlait sur 4 heures, entre 12 et 16 malades. Donc la vitesse du travail et la concentration étaient peut-être un peu moins dures, mais il fallait qu'elle soit plus rapide. Alors, c'est l'examen au fond, jusqu'au bout, je l'ai aussi vu comme ça, par ses maîtres. J'ai connu aussi de près le professeur Zech, qui est décédé un peu trop tôt, malheureusement, et avec qui j'ai appris la relation humaine et comment il fallait être, pas un grand seigneur, être un petit seigneur par rapport aux gens, c'est-à-dire d'être proche d'eux, leur parler au niveau des yeux et de ne pas être distant avec les malades. C'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. Et c'est des choses qui sont importantes, de voir ces choses-là. J'étais dans le service de biochimie, et donc là, mais c'était vraiment le tout début de la biochimie moderne un petit peu. J'étais même responsable dans un hôpital de tous les examens de lipides, lipoprotéines et autres, qui m'a servi à ma thèse d'ailleurs après, mais j'étais responsable de ça. Et pendant mon internat, j'ai fait 6 mois de laboratoire, c'est-à-dire du laboratoire réel. C'est-à-dire, je faisais les gardes de laboratoire, j'examinais le pH sanguin, je donnais des résultats d'électrolytes et tout. Et donc, ça m'a donné aussi la capacité d'intégrer les données de laboratoire, de voir la difficulté, de voir comment on peut juger des résultats, comment voir quelles étaient les erreurs possibles, etc., etc. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup apporté. Donc quand j'étais en néphrologie, chez Trégère à Lyon, chez le professeur Trégère à Lyon, je me suis occupé du développement de la parathormone, du dosage de la parathormone. C'était au tout début, hein, c'était dans les années 73-74. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler sur... Mais ça paraît rigolo de parler de la parathormone maintenant, en 2011, mais à l'époque, c'était vraiment le tout début. Il fallait mettre, je sais les marquages de la parathormone par moi-même. J'étais obligé de mesurer le iode que j'ai éliminé dans les urines, parce qu'il y a un moment d'ailleurs que j'ai continué donc en Israël à le faire. J'ai dû arrêter parce que j'avais trop d'iode. Et donc il a fallu que je m'arrête, parce qu'on m'a dit que je risquais un cancer de la thyroïde, donc il fallait que je stoppe. Donc il a fallu trouver quelqu'un qui me marque. Et donc il y a des sociétés qui me marquaient la parathormone. Mais je le faisais tout seul, hein, tout ça. Et les anticorps, il utilisait les anticorps. Et j'étais obligé de refaire. Chaque fois que je faisais les dosages parathormone, je refaisais toujours la courbe de référence, etc., etc. Bon, c'était rigolo. Alors j'ai travaillé sur la parathormone au début, sur les calculs rénaux, sur l'insuffisance rénale et l'hyperparathyroïdisme, l'évolution de la parathyroïde hormone après les transplantations. Ça, c'est des publications de 75-76. L'hyperparathyroïdisme après transplantation. Tout ça, c'était intéressant parce que c'était encore au début aussi. C'était rigolo. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'était le début. On avait du courage parce qu'on travaillait plus tard, c'est-à-dire qu'on restait tard le soir au laboratoire. Et quand j'étais en Israël tout seul, après, vraiment tout seul, alors j'étais tout. J'étais stagiaire, j'étais interne, j'étais chef de clinique, j'étais chef de service, j'étais au laboratoire. Ça, c'était du 24, je ne veux pas dire 24 heures sur 24, mais c'était du 20 heures sur 24. Y compris les Shabbats, parce que le samedi, là-bas, était le dimanche. Alors, le samedi, j'allais faire mon laboratoire. Et ma femme m'engueulait, d'ailleurs, je veux dire. J'espère que ça ne va pas être enregistré, ça. Enfin, disons, c'est vraiment... la vie est passée très vite. Très vite ou trop vite? Très vite. Trop vite, c'est difficile à dire. Très vite, oui. Je ne me suis jamais ennuyé. Je me suis engueulé aussi avec les administrateurs, parce qu'il y avait toujours des problèmes. Et je pense que tout chef de service a des problèmes avec les administratifs, c'est obligatoire.
Les intérêts sont différents. Enfin, c'est bien. Il me connaissait bien parce que toutes les semaines, je rentrais chez le directeur des hôpitaux, de l'hôpital où je travaille. Toutes les semaines, je rentrais sans le prévenir. Et il était chaque fois ahuri. Et donc, il était incapable de me répondre parce qu'il ne savait pas ce que je venais faire. Je ne lui demandais pas son avis. Et puis, quand il ne me donnait pas une réponse, je montais plus haut. Et je ne prenais pas rendez-vous parce que si on prenait rendez-vous, on ne vous le donne pas ou c'est dans 2 mois. Donc, je prenais ma voiture et puis j'allais et puis je rentrais. Alors, c'est là, ils s'amusaient, ils ne me jetaient pas. Non, mais je plaisante. Mais j'ai commencé vraiment tout seul. Hein. Maintenant, on est 13 médecins quand même. Hein. C'est pas, on a un laboratoire. Hein. Ouais. Enfin, ça a été épique et intéressant. C'est pour ça que je ne me suis pas embêté. Et vous, comment êtes-vous comme maître? Je ne sais pas si j'étais maître, vous savez. J'ai essayé d'apprendre, et je pars à la retraite bientôt, et ils m'ont fait une fête, un truc comme ça. Ce que je leur ai appris, c'est l'éthique par rapport aux gens et par rapport aux malades. Et ça, ils en sont reconnaissants. J'ai toujours dit au départ, il faut s'occuper du malade comme si vous vouliez que d'autres s'occupent de vos parents, ou de votre frère ou votre sœur. Il faut que vous fassiez ce que vous souhaiteriez qu'on fasse chez des gens malades de votre famille. Alors ça, je dois dire que c'est la chose qui m'a fait le plus plaisir. Quand on a fait cette réunion de départ, et qu'ils m'ont dit ça, que ça a beaucoup joué. Lorsque vous avez des gens qui sont plus ou moins intéressés par leur métier, qui sont intelligents, ils apprennent le métier. Donc la technologie en elle-même de la médecine, on l'apprend. Et puis les gens finissent par être meilleurs à la limite, parce qu'ils sont plus jeunes, plus actifs. Et je pense qu'apprendre le côté humain de la médecine, on l'apprend. On peut l'avoir au départ, mais l'exemple est important. Je crois à l'exemplarité des gens, de ce point de vue-là. Je pense qu'il est important de lire, je pense qu'il est important d'apprendre, mais ça, peu à peu, on le donne aux gens. S'il y a cette habitude qui rentre, les gens, peu à peu, le prennent par eux-mêmes, ils grandissent, ils sont devenus adultes de la médecine, ils le font. Mais je pense que la relation humaine, du fait d'ailleurs des changements de la société par rapport aux médecins, peut être modifiée. Et j'ai essayé toute ma vie de maintenir ça. Et même à l'EDTA, quand j'étais président, j'ai toujours essayé de maintenir cette relation humaine, qui je pense est importante. Parce que même quand on a des relations avec le monde, en général, il faut être tolérant avec tout le monde, à condition que les autres soient tolérants avec vous. Hein, ça, c'est important aussi. Je n'ai pas encore vraiment décidé. On m'a proposé de développer dans Israël un système de néphrologie préventive, c'est-à-dire de mettre en application des travaux que j'ai pu faire au niveau du malade chez le médecin en général, le médecin généraliste, et donc d'organiser des conférences, des explications, des consultations sur place, du nord au sud. C'est possible que je le fasse. J'ai encore une année sabbatique universitaire que je prends. Alors il est possible que j'aille en astronomie, parce que ça m'intéresse, et que le passé et le futur du monde m'intéressent aussi. Une petite chose. Oui, exactement. Mais au niveau physique, au niveau de la science physique, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est un peu comme le début et la fin de la vie ou de l'âme. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment au niveau tout début. Essayer de comprendre la physique du début. Je pense que ça, c'est un problème personnel. C'est-à-dire que comme on me met dehors, mais du fait de l'âge, et que je n'ai jamais fait de pratique privée dans ma vie, donc je ne verrai pas de malade en pratique privée. Et par conséquent, je ne pourrai plus soigner vraiment les malades. Donc, je n'abandonne pas les malades. J'aurais plus la possibilité, même du point de vue légal, de travailler par rapport à des malades. Mais d'un autre côté,
dans ma lecture en dehors de la médecine, c'est toutes les théories de la relativité, les théories quantiques qui m'ont toujours intéressé. À l'huile. Et c'est ça varie avec le temps. Okay. Souvent, ce sont des représentations de ce que je vois, mais de manière moderne. C'est-à-dire qu'on peut voir ou ne pas voir ce que je dessine ou pas. Quand j'explique, à ce moment-là, les gens commencent à voir. Enfin, ça me fait passer du temps et ça me fait penser à autre chose, tout au moins de ne pas penser. Et c'est important de ne pas penser de temps en temps, de s'occuper de quelque chose de particulier. Il ne faut jamais oublier que les premiers chrétiens étaient juifs. Donc ils avaient une formation qui était au départ extrêmement compliquée pour... vous savez, les religieux dans ce domaine sont des gens qui passent leur temps à lire, à penser, à faire des réflexions sur les choses qu'ils voient de la vie. Et je pense que de temps en temps, c'est bon de se libérer. Quand on pense trop, c'est jamais très bon. Je plaisante pas, hein, parce qu'on peut s'enfermer dans des critères qui peuvent dévier en fait compte de la pensée. Il faut savoir se remettre à jour tout le temps et se remettre en question soi-même tout le temps pour pas perdre un petit peu le nord et le sud. Pour les médecins, en général, c'est vrai. Comme tout le monde, j'ai souvent pas dormi. Et une chose qui est très difficile, que j'explique à mon successeur, c'est de couvrir des gens qui font des choses que peut-être vous ne feriez pas exactement de la même manière. Vous avez la responsabilité de la chose et il faut être capable de surmonter les difficultés qu'on peut avoir devant ça et être tolérant par rapport aux autres en pensant peut-être que ce qui est fait est correct. Mais c'est parfois très difficile. Il faut le prendre sur soi-même souvent. Et de temps en temps, ça empêche de dormir, effectivement. Tout au long de ma vie, je pense que c'est pas une chose, c'est l'évolution continue de notre formation, jusqu'à maintenant, en fin de compte. Et c'est quand, au bout d'un certain nombre d'années de travail, j'étais nommé chef de service en 1976, hein, donc ça fait 35 ans. Quand on voit la perspective, après 35 ans, de ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait aujourd'hui, pourtant on n'a pas l'impression qu'on a évolué, et pourtant c'est complètement différent. Mais au fur et à mesure de la vie, on ne se rend pas compte. Et on a toujours l'impression qu'on fait toujours la même chose. En fait, on ne fait jamais la même chose. Et on évolue avec le temps. Mais cette notion de perspective de l'évolution, on l'a au bout de plusieurs années. Plusieurs années. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un turning point. Peut-être, pour ceux qui sont... Dans la vie, vous avez des activités d'apprendre, ensuite de responsabilités au niveau local, et puis ensuite des responsabilités au niveau national. Et puis lorsque vous venez, par exemple, au conseil de l'EDTA ou à la présidence de l'EDTA-ERA, ce sont des responsabilités qui changent. Et je pense que j'appelle ça une évolution du stade du petit enfant dans son métier au stade du grand-père dans son métier. Et c'est vraiment une évolution qui se fait très progressivement. Mais tout le monde ne veut pas prendre des responsabilités au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque fois, c'est une étape où on se dit oui ou non. Okay. Et peut-être que le turning point, c'est quand on prend à chaque fois de l'étape de responsabilité, des responsabilités de plus en plus importantes. Et un des problèmes qui se passait souvent, c'est que comme j'étais très intéressé par ce qui se passait dans mon service, par exemple,
Et que quelqu'un qui prend de plus en plus de responsabilités est de plus en plus occupé par d'autres choses. Les conflits qu'il y a entre le besoin d'être présent dans son travail au jour et jour et les responsabilités de plus en plus larges fait que le temps sera petit dans chaque chose. Et pour faire tout à peu près correctement, c'est pas facile du tout. Mais de notre côté, c'est stimulant. C'est comme ça que je le voyais d'ailleurs. Et je l'ai bien vécu rétrospectivement. Sur le moment, c'était un peu difficile intellectuellement, mais on le vit bien. On se rend compte de ce qu'on a fait que plus tard. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, c'est notre problème. Mais on a l'impression de faire quelque chose. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, comment dire, si vous n'êtes pas une personnalité qui est contente de soi au départ, c'est-à-dire que vous avez votre propre satisfaction, c'est difficile de juger. Vous n'êtes pas capable. Enfin, si on veut être une personne honnête et pas trop content de soi, je pense que chacun a des avantages et des inconvénients dans sa personnalité, dans ses connaissances, dans sa relation. C'est difficile de juger, se juger. Enfin, tout au moins, quand on veut être honnête. Et disons que pour son propre ego, si on veut se dire que tout est parfait, c'est bien, on est content. Mais c'est pas toujours le cas. On ne peut pas être son propre psychiatre entre nous. Donc, mais disons que si on fait les choses en donnant de soi-même ce qu'on pense être le mieux de soi-même pour essayer de faire le mieux possible, ça donne une satisfaction. Maintenant, de juger ce qui a été fait, est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est post-factum que les gens ou les autres peuvent juger. Soi-même, c'est difficile de juger aussi. C'est très difficile. Je pense que c'est primordial, en particulier en médecine, mais en général dans la vie. La relation avec l'autre, c'est l'éthique du jour le jour. Okay? Et c'est vrai au niveau du malade, c'est vrai au niveau de la société, c'est vrai au niveau des représentants, j'allais presque dire c'est vrai au niveau des budgets qu'on utilise. Il faut une éthique, savoir ce qu'on donne, juger en général ce qui est bien, ce qui n'est pas bien par rapport aux malades, en jugeant quand même du prix des choses qu'on fait aussi, par exemple. C'est de l'éthique. C'est de l'éthique par rapport à la société, ça peut être l'éthique par rapport au monde. Je pense que la paix entre les gens est moins chère que la guerre entre les gens. Non, mais quand je suis parti là-bas, j'avais l'espoir qu'on arriverait à la paix. Vous l'avez encore? Toujours. Je ne sais pas quand, peut-être que moi je ne le verrai pas. Mais il faut des sociétés qui évoluent, qui parlent un langage commun, qui arrivent à se comprendre et qui tolèrent. C'est toujours la condition de tolérance des uns par rapport aux autres, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais j'y crois. Au début, les néphrologues israéliens traitaient beaucoup de gens en insuffisance rénale du côté palestinien, en particulier le développement de la dialyse péritonéale, l'apport des liquides de dialyse. Tout ça, ce sont des efforts qui ont été faits aussi par les néphrologues. Et je pense que c'est des moyens où travaillent jour le jour d'amener les gens à se parler, à se comprendre. Ça viendra un jour. J'ose espérer. Je l'espère. Je le crois. Simplement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Vous êtes tellement optimiste que vous semblez réaliste. Ah, je crois que c'est réaliste, si. Je pense que la logique voudrait que j'ai raison. Seulement, tout ne va pas toujours avec la logique. Je ne suis pas de ceux qui empêchent les gens de faire la médecine.
Sur mes 4 enfants, il y en a une qui a fait sa médecine. Le problème chez nous, c'est que les enfants font beaucoup d'études. C'est-à-dire que le temps ne joue pas trop pour eux. Chacun fait plusieurs trucs, donc il faut pas mal de choses, mais je pense que la médecine, pour moi, est un métier merveilleux. Je suis très inquiet, justement, ce que je disais au début, c'est de la rigidité de la société qui nous entoure. C'est-à-dire que la société veut structurer la médecine, la liberté se perd dans le cas de la médecine. Et ça, c'est la liberté du médecin de penser libre. Et ça c'est un problème qui pourra se poser plus tard. Mais comme je pense qu'ils vivront dans une société, dès le départ, qui les formera comme ça, je pense qu'ils vivront de manière, dans leur propre liberté, d'une manière différente de ce que moi je peux avoir ressenti. Je ressens les choses de manière différente parce que j'ai connu la médecine d'il y a 45 ans. Okay. Je connais la médecine d'aujourd'hui. J'ai connu la médecine en France d'il y a 45 ans. Je connais la médecine qu'il y a en Israël aujourd'hui. Ce sont des sociétés complètement différentes. Mais par contre, si vous voulez, ce que j'ai appris là-bas, c'est qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays du monde, qui parlent de différentes langues, qui sont... Il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs que nous traitons, et qui sont tous en dialyse, qui se parlent tous entre eux, et il n'y a pas d'opposition ni personnelle ni politique dans 99% des cas. Il y a toujours un tordu, bien sûr, mais dans la moyenne, ce que je vois me donne de l'optimisme. Parce que les gens devant la maladie sont équivalents et les services rendus sont équivalents. Ah oui, moi je crois que oui. Je pense que toujours que c'est un très beau métier. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense que la situation sera quand même plus difficile dans le futur parce que le monde a changé. Je pense que la notion de dévouement, la notion de responsabilité, tout ça change aussi. Et la société ne donne pas non plus... la société en général, hein, mais c'est différent d'un endroit à un autre, hein, d'après ce que je peux comprendre. Quand on discute avec les gens, on ne peut pas comparer toutes les sociétés, mais enfin les sociétés que nous on connaît sont des sociétés qui évoluent. Mais l'évolution de la société, il y a des balances. L'histoire contemporaine m'intéresse. Et j'étais... ma famille est d'origine alsacienne. Et on peut voir donc l'évolution des sociétés par rapport aux autres. Donc, les Alsaciens, c'est des gens qui étaient à moitié comme ça, à droite et à gauche de temps en temps. Et ceux qui ont choisi tôt ce qu'ils voulaient être, on s'aperçoit que les sociétés par rapport aux autres varient avec le temps. Ils font des excès, puis qui reviennent un petit peu, ça devient... Alors c'est une balance comme ça. J'espère que le balancement ne sera pas aussi sévère qu'il l'a été dans le passé. Je pense que quand moi j'ai commencé, c'était un peu le début. Donc il y avait le plaisir de tout voir se développer. Okay. Donc on rentrait dans une spécialité qui était relativement neuve et qui donnait une perspective que les jeunes n'ont pas maintenant. Mais je pense que je connais des jeunes qui sont entrés à l'ère des stem cells et à l'ère des choses qui me fascinent. C'est-à-dire qu'il y a un garçon qui fait des reins in vitro actuellement. Et il est arrivé à faire de l'urine, mais il n'est pas arrivé à faire un urtère. Et la perspective que je vois, c'est de prendre un morceau de peau, de rendre les cellules stem cells, de les transformer en glomérules tubuleux, etc. Et je pense que ça se fera. Je ne serai plus là, peut-être que vous ne serez plus là, mais je pense que ça se fera. Et ça remplacera peut-être le rein artificiel, la transplantation classique. Mais j'ai vu ça chez des reins de rat. Recréés, filtrants.
Simplement, l'urine était coincée dans les... Ça existe. Il y a un garçon qui s'occupe de ça. C'est un jeune néphrologue pédiatre qui travaillait à l'Institut Weizmann. Et donc c'est possible. Je pense que c'est l'avenir entre nous. On est loin encore du stade de la mise en route. Ça prendra beaucoup de temps. Et je pense que ce futur-là est passionnant. Je pense que donc la néphrologie future, ça sera ça. Je pense que ce qu'on apprend sur les protéines toxiques, et tout, enfin tout ça, c'est intéressant. Mais je pense vraiment que la biologie moléculaire, c'est dangereux. Il y a un élément dangereux de manière éthique. Okay. Il faudra mettre des barrières. Il faudra penser. C'est un nouveau mode de pensée qui devra se mettre en route là-dessus. Il faudra y penser beaucoup. Mais j'ai bon espoir. Dans la néphrologie pour l'instant. Mais je pense que ça sera dans d'autres choses. Pas seulement la néphro. Un autre monde. Une autre forme de pensée et une autre forme d'éthique. Oui, mais si vous voulez, dans le domaine de la dialyse, par exemple, l'évolution a été au niveau de la technologie. Mais entre le malade dialysé il y a 35 ans et aujourd'hui, la technologie a permis d'adapter le matériel au vieillissement de la population. Okay. Mais la conception de la dialyse a relativement peu changé. Lorsqu'on prend les transplantations qui se faisaient dans les années 70-75, on améliore doucement les résultats sur le long terme. C'est vrai, le développement des médicaments anti-rejet sont meilleurs, moins toxiques, etc., etc. Mais la conception en elle-même n'a pas vraiment changé. Il y a une évolution qui est progressive, qui améliore des choses qui se faisaient auparavant. C'est-à-dire que je vois ça une amélioration progressive. L'érythropoïétine a été une transformation, c'est vrai, il y a un certain nombre de choses. Mais je pense que dans la médecine moléculaire du futur, je pense que ce sera une nouvelle étape révolutionnaire, à mon avis. C'est deux choses différentes, ça. Encore différentes. La paix, c'est au niveau des intérêts nationaux, des économies nationales. Il faudrait que les hommes apprennent à ne pas se détester aussi. Parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont jaunes, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont... la notion de tolérance est une notion qui est plus difficile à adapter que l'évolution de la médecine moléculaire. Encore que je ne sais pas, parce qu'on commence à penser qu'on sait comment les gens pensent. C'est une bonne chose aussi. Si on sait comment les gens deviennent jaloux ou comment les gens deviennent coléreux, peut-être qu'on amènera un moyen d'améliorer les choses. Si on comprend ce qui se passe dans le cerveau. Ça dépend de l'individu qui le fait, ce métier. C'est-à-dire que je suppose que vous connaissez des gens qui n'ont rien de poète et qui font ce métier de manière correcte. Et puis il y a des gens qui sont un peu poètes et qui le font aussi. Je ne sais pas si le métier en lui-même amène à la poésie. Ça dépend de ce qu'on appelle aussi la poésie entre nous. Mais je pense que c'est un métier qui oblige à réfléchir. C'est un métier qui oblige à tolérer les patients qu'on a, à les comprendre. Et je crois qu'en néphrologie, en plus, il faut qu'on apprenne à intégrer les colères des malades chroniques qui souffrent. Et que nous devons apprendre à ne pas trop réagir, ou ne pas réagir. De savoir tolérer jusqu'à un moment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser, mais il faut savoir être tolérant. Et donc je pense que ça nous amène, je parle des néphrologues plus que les autres à la limite,
ça nous oblige à se remettre en question, à réfléchir et peut-être à mieux comprendre l'autre, même s'il n'est pas néphrologue et même s'il n'est pas malade en dialyse. Je pense que, en tout cas, ça a joué pour moi. Ça a joué pour moi. D'être tolérant par rapport aux collègues qui sont parfois agaçants, d'être tolérant par rapport à d'autres qui se prennent trop au sérieux alors qu'ils devraient être un peu plus tranquilles. Je pense que c'est un métier qui amène à réfléchir. En tout cas, qui m'a amené à réfléchir beaucoup. Sur beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Oui, bah, ce genre de choses ne m'a pas influencé personnellement au départ. Mais je suis persuadé que cette notion de tolérance est primordiale. Et puis, il faut ne pas se prendre au sérieux aussi trop. Je pense que c'est très important. Il faut aimer apprendre aux autres aussi, ne pas être trop égoïste. C'est aussi une chose importante de la médecine, ne pas être égoïste. Bien sûr, mais c'est vrai pour tout. Non, 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 je suis d'accord. Je pense que dans notre métier, c'est primordial. Hein. Mais de nouveau, il y a de tout pour faire un monde. Hein. Mais je crois vraiment qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, il ne faut pas être égoïste, il faut être tolérant. Je crois vraiment. Mais je pense que je crois au jour le jour, c'est un exercice de réflexion, continuellement, tous les jours. Toutes les décisions que vous prenez, les plus simples jusqu'aux plus compliquées, vous devez réfléchir. Il faut arriver à être convaincu que ce qu'on fait est réellement la bonne chose à faire. Il faut savoir écouter les autres, pour savoir peut-être que les autres ont de meilleures idées ou d'autres idées qu'ils peuvent apporter. Il faut apprendre à être une personne simple et de nouveau ne pas se prendre trop au sérieux. Non, mais je dis vraiment ce que je pense. Hein. Je ne doute pas. Ah oui. Je veux dire que quand j'étais président de l'EDTA, c'est ce que j'ai essayé de faire tout le temps. J'ai essayé, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer tout ça. Hein? Ok. J'avais essayé, par exemple, de proposer de faire des réunions avec les Jordaniens, les Égyptiens, avec les néphrologues israéliens. J'ai tout proposé pour que les choses se fassent. En leur expliquant qu'en fin de compte, on avait des intérêts communs par rapport aux malades. Et je ne suis pas arrivé. C'était une de mes déceptions les plus extrêmes. Les gens avaient peur. Et mais je suis optimiste. Par exemple, il y a des médecins palestiniens qui sont venus travailler. Lorsqu'il y a des cas sévères, par exemple, de pré-éclampsie, des trucs comme ça, des territoires palestiniens qui sont à côté d'Israël, ils viennent chez nous et on les soigne. Et on ne demande pas qui est-ce qui va payer ou pas. Et c'est normal. Ok. Mais pour moi, ça me donne toujours d'espoir. Alors, je ne dis pas que ça passe vite, mais quand il y a un problème médical, ça passe. On ne parle pas du fait que des enfants palestiniens de Gaza qui ont des problèmes cardiaques, ils se font opérer. Il y a un hôpital qui s'occupe d'eux, qui opère tous les problèmes cardiaques des enfants qui doivent avoir des opérations à cœur ouvert. Je pense que ce travail de la médecine est primordial, parce que sur le court terme, on ne le voit pas, mais sur le long terme, pour des familles qui ont des enfants qui sont traités, soignés, qui s'en sortent, ce sont des gens qui, peut-être dans une ou deux générations, seront plus appropriés à comprendre qu'on peut s'entendre et vivre ensemble. Alors je pense que le métier qu'on fait a un rôle indirect, avec beaucoup de patience, pour arriver à la tolérance. C'est un rôle sociétal. Mais qui est important, qui est important. Et j'y crois. Simplement, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que
comme toujours, je pense que les gens au niveau individuel sont capables de s'entendre. Mais je pense que les sociétés organisées, avec les gens qui dirigent, ils ont besoin de personnes pour couper la tolérance, pour couper le besoin de la paix des gens, etc. J'ai personnellement beaucoup pensé à la situation des Juifs, c'est pas la situation des Juifs pendant la guerre 39-45. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'étais révolté que les gens soient mis à l'abattoir. Ça me semblait scandaleux. Et quand tu vieillis, tu te dis, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Et ça remet en cause aussi les situations, comment les gens peuvent réagir devant les situations. Ça me fait penser par rapport à tous les gens qui nous entourent. Alors, par exemple, moi, quand on compare, par exemple, Gaza au camp de concentration, ça me tue. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a des enfants, même aujourd'hui, avec le blocus dont on parle, qui se font opérer régulièrement toutes les semaines dans cet hôpital du point de vue cardiaque. Régulièrement. Ils passent les frontières, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, je crois vraiment que la paix vient avec du temps. Mais il faut beaucoup de patience. C'est-à-dire qu'il faut savoir temporiser, il faut savoir... Et je crois que la médecine aussi. Et puis, je pense très sincèrement qu'il faut savoir aussi ce qu'on ne sait pas, où on en est. C'est vrai. Oui, mais je pense qu'on a un rôle, hein, que chacun a son rôle, très sincèrement. Alors il est évident que comme il y a tous les hommes qui existent, chacun avec sa manière de penser, son éducation, etc. L'éducation, le monde dont on vit, si tu veux, on a des médecins qui viennent de partout en Israël. Des gens qui viennent de Russie, qui viennent de Prague, qui viennent d'Allemagne. Donc on voit tous les modes de pensée. Okay. Par exemple, les Français, on ne s'en rend même pas compte, on a un esprit cartésien extrême, mais qui n'est pas obligatoirement le même esprit que les autres. Et donc, la manière de penser quand on rencontre les gens, et ça m'a appris beaucoup aussi à réfléchir sur nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes dans l'éducation qu'on a reçue. Okay. La notion, par exemple, de séparation de l'Église et de l'État, ou la notion de citoyen pur. Okay. C'est une notion qui n'existe pas toujours, même en Europe. Cette notion qui paraît évidente chez les Français, j'allais presque dire chez les intellectuels français, il y a des gens qui se battent pour ça, même aujourd'hui. Hein, on se rend compte que les politiciens ont des problèmes de temps en temps parce qu'ils sont à la limite de remettre en question un des fondements de la République, et on se rend compte qu'ailleurs, ça n'existe pas. Je ne plaisante pas. Des choses qui sont pour moi évidentes ne le sont pas du tout pour les autres. Alors ça m'a remis en question, parce qu'il y a d'autres sociétés démocratiques. Et les sociétés démocratiques n'ont pas la même forme de pensée. Et donc, c'est super intéressant de voir des choses qui paraissent hyper logiques en France et qui paraissent complètement absurdes ailleurs. Et cette notion pour ceux qui sont nés en France et qui ont été éduqués en France, la séparation de l'Église et de l'État, l'État laïque, je pense que c'est le seul pays laïque au monde. Très sincèrement. Mais quand on voit les autres qui sont autour de nous, mais ils n'ont pas du tout cette notion. Pas du tout. La notion de communautarisme, la notion de vie en communauté, ces notions-là qui existent en France normalement. L'individu est citoyen, il fait ce qu'il veut chez lui, mais il est citoyen. Ça te paraît la base de la vie, et tu te rends compte que ce n'est pas la base de la vie pour 98% des sociétés qui nous entourent.
même au Canada, qui parlent français. Mais la pensée du Canadien moyen est différente. Ils parlent la même langue, un peu différemment. Enfin, disons qu'au niveau de la langue, les gens peuvent se comprendre, et pourtant, la réflexion sur l'être, sur la société, sur la liberté, ce sont des notions qui sont différentes. Donc la notion de liberté est aussi une notion qui est remise en question, parce que la liberté qu'on a quand on est français, de ce point de vue-là, elle est très particulière, parce qu'elle est seule pratiquement. Même aux États-Unis, cette notion est différente. Même en Italie. Ou même en Italie. Mais, et tout ça, ce sont des pays démocratiques, c'est-à-dire des gens qui votent, des gens qui disent ce qu'ils veulent, etc. Mais au niveau de la philosophie de la vie au jour le jour, et de la tolérance par rapport à l'autre, par exemple, c'est extrêmement important. Et ça, je l'ai appris en Israël, de voir la différence et la tolérance des autres. Les gens pensent différemment. J'ai des discussions avec certains de mes... j'ai des médecins qui sont arabes, ou j'ai des infirmières ou des infirmiers qui sont arabes, on discute. J'ai des infirmières arabes religieux qui font des travaux avec moi, etc. On a de bonnes relations. La conception de la vie, la conception de la société, la conception de la famille, la conception de l'organisation est différente. Donc c'est compliqué. Et on se rend compte que c'est une société compliquée parce que les gens ont été élevés de manière différente. Et pour amener à une tolérance, à une paix, il faut que les gens arrivent à intégrer, à accepter les différences. C'est une richesse qui demande beaucoup d'efforts de tout le monde, y compris dans la médecine, par rapport aux autres. Parce que notre conception de la vie, de celui qui traite, il peut être différent de celui qui est traité. C'est-à-dire que ce qui est évident pour moi n'est pas évident pour lui obligatoirement. Je parle au niveau de la conception de la vie. Donc il faut que moi, comme médecin, je m'adapte à lui. Parce que lui, il souffre et moi, non. Non, tu rigoles, mais je te promets que j'ai appris énormément. Et c'est vrai. Et donc il faut qu'on ait la capacité intellectuelle de s'adapter. Ne serait-ce que pour avoir l'accord du malade de suivre les prescriptions médicales. Il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit et pourquoi. Et ce que ça lui apporte. Et que ce soit adapté à sa conception de la vie. C'est du travail et c'est long. Il faut une patience d'ange. Et alors là, il y a toujours des complications parce que le nombre de médecins et de personnel qu'on a n'est jamais adapté à l'effort au niveau individuel qu'on a à faire. Parce que pour chaque malade, théoriquement, et je parle de théorie parce que ce n'est pas toujours possible, mais théoriquement, on devrait donner le temps nécessaire à chacun pour qu'il fasse ce qu'on lui propose. Et le russe, par exemple, qui a été éduqué en Russie, et qui est en Israël et qui reçoit un traitement, il ne pense pas exactement comme le patient arabe qu'on soigne, ou le patient qui arrive actuellement d'Éthiopie et qu'on soigne. Ce sont des gens différents, qui ont connu une société différente, qui ont connu une médecine différente. Il y a ceux qui sont faciles, et puis il y a ceux qui sont plus en opposition. Et pour cela, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Patience. Patience, oui. Et ça on l'apprend, alors qu'au départ, on n'est pas patient. On n'a pas le temps. Il faut courir à droite et à gauche. Il y a un conflit continu, intellectuel, qui est intéressant. Vous a fait bien